vont ensemble. Sa conception du droit est également de type décisionniste. Il explique dans son livre « Théorie de la Constitution ». Parce que la norme ne s'explique pas par la norme, comme le croit Hans Kelsen, mais elle s'explique par la décision politique. Le droit naît par le décisionnisme politique. L'état d'exception ou les crises politiques intensifient encore le décisionnisme politique. L'état d'exception suppose l'existence d'une lutte d'un ami, en l'espèce le pouvoir dictateur, contre un ennemi dangereux, contre lequel il faudrait établir un nouvel ordre politique et juridique, l'ordre concret. Donc nous essayerons d'analyser la distinction de l'ami et de l'ennemi, brièvement, comme critère du politique, et la conflictualité qu'elle suppose, d'après, disons, les paramètres de compréhension de Carl Schmitt lui-même, tout en proposant quelques commentaires. Alors la distinction, d'abord ami-ennemi comme critère du politique, et ensuite on verra cette distinction selon les exigences du politique. La distinction comme critère du politique, je crois que pour faciliter la lecture de Carl Schmitt, on peut résumer cette distinction autour de 4 critères. Le premier critère, c'est la spécificité du politique par rapport aux autres domaines. Il y a beaucoup insisté, notamment dans Notion de politique, qui est paru en 1927, et c'est là où il expose un peu la spécificité du politique par rapport aux autres domaines d'activité humaine. Si d'après lui, dans l'ordre moral, on distingue le bien et le mal, dans l'ordre esthétique, le beau et le laid, dans l'ordre économique, le rentable et le non rentable, dans l'ordre religieux, le sacré et le profane, dans l'ordre scientifique, le vrai et le faux, dans l'ordre politique, on distingue l'ami et l'ennemi. C'est vrai que ces formes de distinction peuvent paraître un peu claires, esthétiques, mais il n'en reste pas moins qu'il y a une certaine ambiguïté quand même dans ces distinctions. On ne peut pas situer sur un même plan les distinctions dans l'ordre esthétique, scientifique ou moral, avec celles en politique de l'ami et de l'ennemi, qui visiblement ne renvoie chez Schmitt à aucune identification, aucune considération morale, aucune finalité spécifique du politique. Que représentent sur le plan des valeurs l'ami et l'ennemi, ce sont juste 2 entités qui cherchent à s'éliminer l'une l'autre. Cette distinction de l'ami et de l'ennemi a toutefois le mérite, d'après Schmitt, d'exprimer, je cite, le degré d'union ou de désunion, d'association ou de dissociation, c'est-à-dire le degré d'intensité entre les groupes. Et il ne faut pas se tromper, si l'ennemi et l'ami marchent nécessairement ensemble dans cette distinction, l'ennemi prime, d'après lui, l'ami. Parce que c'est l'ennemi qui marque le degré d'intensité du politique. C'est l'ennemi qui introduit le politique en profondeur. C'est l'ennemi, d'ailleurs, qui protège l'ami et qui pose le primat de la norme existentielle. Et il y insiste aussi dans la théorie du partisan, pas seulement dans la notion de politique, mais aussi dans son texte « Théorie du partisan ». Mais tout conflit, quel qu'il soit, de toute façon, à caractère religieux, économique, il peut toujours se transformer en conflit politique dès lors que l'inimitié devient intense, en mettant face à face amis et ennemis. Donc tout conflit peut devenir politique et justement faire éclater cette distinction entre l'ami et l'ennemi. Ça, c'est le premier repère. Deuxième repère, quelle est la nature de l'ennemi, interne ou externe? L'ennemi dont il s'agit chez Schmitt, ce n'est pas l'ennemi privé, ce n'est pas le rival pour lequel on éprouve de l'antipathie ou de la haine, mais l'ennemi, c'est l'ennemi public, qui implique la collectivité et non l'individu.
L'inimitié est à la base une relation entre collectivités et non entre hommes. On a souvent reproché à Carl Schmitt, dans sa notion de politique, de privilégier l'ennemi extérieur sur l'ennemi intérieur, ou que sa théorie implique que la politique étrangère soit prioritaire par rapport à la politique interne, puisque dans la politique internationale, les États détiennent chacun de manière égale la souveraineté. La politique extérieure, c'est une relation de puissance à puissance, des rapports étatiques entre souveraineté, et la logique de puissance appelle la puissance et non l'impuissance. La politique qui renonce à cette logique par naïveté, faiblesse ou formalisme juridique cesserait de poursuivre sa vocation normale, qui est de protéger les membres de la collectivité de l'État. Comme s'il voulait signifier qu'à l'intérieur des États, la politique ne comporte pas d'opposition intense entre l'ami et l'ennemi. D'ailleurs, à l'intérieur de l'État, la politique relève du commandement, légitimé tantôt par la croyance ou les coutumes, tantôt par la légalité rationnelle, comme nous l'a enseigné Max Weber. Les unités internes sont intégrées et harmonisées. Et la réflexion philosophique, dirait Raymond Aron, ne peut considérer la montée aux extrêmes, la lutte à mort, la destruction de l'ennemi comme le fondement de l'ordre politique. Même si l'organisation institutionnelle interne des États en partis politiques opposés idéologiquement peut parfois démontrer le contraire, on le voit. Il est vrai que l'intérêt de Schmitt pour le droit international et la politique internationale, comme le montrent plusieurs de ses écrits, disons, il se ressource des conflits extérieurs de son époque, dont l'Allemagne en était la principale victime ou le principal enjeu. Toutefois, même en accordant une certaine importance d'ordre existentiel à l'opposition entre l'ami et l'ennemi dans la politique internationale, on voit que dans les écrits de Schmitt, et notamment dans la notion de politique, que la notion d'ennemi, la relation ami-ennemi, n'est pas uniquement le critère de la politique extérieure, mais aussi de la politique intérieure, et par conséquent de la politique en général. Parce que, comme le dit justement Julien Freund, son ami, je cite, « Le conflit extrême reste potentiel dans l'État. » D'après Schmitt, si l'État moderne a réussi à domestiquer à l'intérieur de ses frontières l'opposition entre l'ami et l'ennemi, depuis Bodin et Hobbes, il y a un risque de résurgence de ce conflit à l'intérieur même des unités politiques en cas d'affaiblissement de l'État. Troisième repère sur la distinction ami-ennemi et sur la conflictualité, la réalité de l'ennemi. L'ennemi n'est pas chez Schmitt une figure idéalisée ou métaphorique ou symbolique, il est concret, il est réel. La politique a une virtualité belliqueuse, violente. Dans la réalité même, les concepts politiques sont polémiques. Les concepts de souveraineté, d'État, de parti, de dictature, de démocratie, les concepts politiques sont eux-mêmes problématiques. Il s'agit pour lui d'une vérité existentielle qui permet d'identifier un ennemi. Ainsi, je cite, « Une guerre ne tire pas son sens du fait qu'elle est menée pour des idéaux ou pour des normes du droit. Une guerre a un grand sens quand elle est dirigée contre un ennemi véritable. » Autrement, on obscurcit cette catégorie de l'ami et de l'ennemi. Et d'ailleurs, c'est dans cette obscurité de l'ami et de l'ennemi que se situe sa fameuse critique du libéralisme, qui est pour lui une conception impolitique, parce que notre aveugle naïf, à la manière des machiavéliens et des robésiens, Schmitt considère que le libéralisme est une philosophie de dépolitisation et de naturalisation des sociétés.
alors que seul l'État et le pouvoir sont à même d'incarner la société. Le pluralisme libéral, avec ses procédures de conciliation, de conflit, risque non seulement d'affaiblir la perception de l'ennemi en lui frayant la voie au sein de l'État, mais aussi de laisser les individus livrés à eux-mêmes dans une liberté infinie, dans un état de nature. La preuve de l'obscurcissement de la distinction ami-ennemi se situe pour Schmitt dans le fonctionnement vicié du parlementarisme démocratique et libéral de la République de Weimar. Il en a fait un livre d'ailleurs, Parlementarisme et démocratie, pour justement cibler ce libéralisme bourgeois, neutre, dépolitisé, futile. Les partis politiques se chamaillent sur des futilités alors que l'Allemagne était humiliée, était en décadence et elle se prépare à un nouveau conflit. Donc cette expérience de la République de Weimar, du parlementarisme de la République de Weimar, elle a alimenté sa critique du libéralisme et son attachement à cet ennemi libéral, pluraliste et dépolitisé. Quatrième repère, pour faire vite, quelle est l'instance qui désigne l'ennemi? L'ennemi doit ainsi être réel et peut l'être tant à l'extérieur, en cas de guerre, qu'à l'intérieur, en cas de guerre civile ou de conflit intense. Mais encore faut-il savoir qui désigne l'ennemi. La réponse est catégorique pour Schmitt, c'est l'État. L'État, unité politique et centre de décision, détient et concentre un pouvoir énorme. Il a la possibilité de faire la guerre. Il a donc ce qu'il appelle le jus belli. Dans l'ordre ordinaire, c'est l'État qui a la tâche de la pacification complète à l'intérieur de ses frontières, de faire régner l'ordre et la tranquillité. N'oublions, Schmitt revient souvent dans ses écrits sur le fait que la désignation de l'ennemi n'est pas seulement le fait de l'État, mais elle peut être aussi le fait du peuple. Parce que le peuple aussi, il a un ennemi. Et on peut considérer cela comme une sorte d'ambiguïté, mais si on comprend la philosophie de base de Carl Schmitt, il n'en est rien. Parce que Schmitt, il croit à la démocratie de l'acclamation. Il appelle la démocratie de l'acclamation. C'est inspiré aussi de Max Weber, la démocratie plébiscitaire. Démocratie de l'acclamation où l'État fusionne avec le peuple. Donc peuple et État, c'est la même chose, ils ont un ennemi commun. Et par conséquent, que le peuple ait un ennemi ou que l'État décide ou désigne l'ennemi, c'est un peu la même chose dans son esprit. Alors essayons maintenant de voir la distinction ami-ennemi ou la conflictualité d'après les exigences du politique. Et ici, la question qui se pose, c'est de savoir si la conception schmittienne du conflit est éclairante dans l'explication du phénomène politique, si elle exprime complètement le critère ou l'essence du politique. On s'interrogera sur la logique de l'action politique, sur le pessimisme anthropologique, sur la condition mixte de l'ordre politique et sur la fin hypothétique de l'inimité. La logique de l'action politique, le critère du politique par le conflit, au-delà de l'originalité de Schmitt, est partagé par plusieurs philosophes, on le sait, tantôt anciens, comme Machiavel ou Hobbes, tantôt modernes, par ce qu'on appelle les théoriciens de la radicalité, notamment Mouffe. Claude Lefort, il a évoqué la démocratie sauvage en raison de ce qu'il appelle l'indétermination politique. Il y a aussi Jacques Rancière qui parle de la mésentente inévitable générée par l'inégalité, de Miguel Abensour qui évoque la démocratie insurgente, ou Chantal Mouffe et Ernesto Laclau
avec leur conception de la démocratie agonistique qui entend justement atténuer l'opposition entre amis et ennemis de Schmitt sous la forme d'un rapport entre adversaires. Tous ces auteurs modernes cherchent en général à débanaliser et de surmonter l'idée de conflit en démocratie. On est loin du fantasme d'une société unie, homogène, organique de Schmitt. Celui-ci est sans doute, Schmitt, parmi les contemporains, celui qui est allé au bout de la logique de l'action politique, tout comme Machiavel et Hobbes dans le passé, en la radicalisant même dans un contexte antidémocratique jusqu'à la lutte à mort entre ennemis. Donc radicalisation jusqu'à l'élimination de l'ennemi. Une anthropologie, autre élément de discussion, l'anthropologie de Schmitt, pour lequel il a un certain regard, elle est pessimiste. Anthropologie trop pessimiste. Il aime bien rappeler dans ses écrits que le critère de la distinction entre les théories politiques optimistes et les théories pessimistes réside dans le type de croyance en la nature de l'homme. L'homme est bon pour les premiers et il est mauvais pour le second. La notion de politique, de livre, s'appuie sur une anthropologie pessimiste, consistant à considérer l'homme comme un être non seulement mauvais, comme le considérait Machiavel ou Hobbes, mais comme un être dangereux, capable de faire le pire des maux. Pour Machiavel, l'homme est vil, méchant, stupide, mauvais. Pour Hobbes, chaque homme est l'ennemi de tous les hommes à qui il peut faire du mal. Pour Schmitt, l'état de guerre se situe entre des groupes ou des peuples. L'homme est un ennemi réel et potentiel dans l'état de nature de la politique extérieure comme de la politique partisane interne. Schmitt rejette les théories libérales et les théories anarchistes, justement parce qu'elles considèrent que l'homme est bon par nature, alors qu'il est mauvais dans sa conception théologico-politique. C'est un pécheur. L'homme est un pécheur né. Un pécheur, il a besoin de rédemption. La politique suppose l'existence de l'ennemi, la théologie suppose l'existence du pécheur. Le concept d'ennemi politique est d'ailleurs une déthéologisation de la figure de l'hérétique, devenue par la suite purement humaine. Toutefois, la position de l'homme reste dans la réalité permanente, morale, politique, religieuse ou privée, et double. Schmitt, comme Hobbes, voit essentiellement le mal en l'homme. L'homme n'est pourtant, de par l'expérience humaine elle-même, ni exclusivement bon, ni exclusivement mauvais. Il peut faire aussi bien le bien que le mal. L'idée du progrès est une idée qui fait, ou même l'idée du progrès, ou encore des actions humanitaires, font pencher la balance de la nature humaine du côté du bien, tandis que les guerres et les conflits font pencher la nature humaine du côté du mal. Donc il y a un aspect double dans la nature humaine, et pas seulement une nature dans laquelle c'est le mal qui prévaut. Condition mixte de l'ordre politique. L'ordre politique n'est pas une ligne droite, il est mixte, il est même doublement mixte. Il est mixte dans le sens où l'amitié existe à l'intérieur des unités politiques et l'inimité à l'échelle internationale. Il est encore mixte, cet ordre politique, dans le sens où, à l'échelle interne même, et souvent dans la vie moderne, amitié et inimitié peuvent coexister. Philippe Reynaud souligne que les arguments de Schmitt peuvent être utiles, je cite, pour mieux penser les limites du rationalisme politique ou pour éclairer les dilemmes de la raison moderne, notamment à l'encontre de la naïveté libérale démocratique
croyant tout résoudre par la délibération, la technique ou la conciliation des intérêts économiques à l'intérieur de l'État. En réalité, on recourt moins à la distinction de l'ami et de l'ennemi de Schmitt, au niveau interne, au concept de commandement et de domination légitimé par la coutume ou les croyances, comme le concevait Max Weber. L'inimitié se rétablit plutôt dans le champ international interétatique, confrontant en permanence des souverainetés et alimentant des guerres. Le conflit ami-ennemi est atténué sur le plan interne par les règles de droit, l'obéissance des citoyens et l'unité du commandement politique. La question de l'inimité découle ici d'une condition mixte, entre guillemets, de l'ordre politique, partagée entre des adversités politiques réglées à l'intérieur dans les compétitions partisanes et électorales, et l'inimité virtuelle ou réelle qui peut éclater à tout moment à l'échelle internationale impliquant les États. L'opposition ami-ennemi peut se rétablir à l'échelle interne lorsque deux camps politiques opposés deviennent inconciliables ou irréconciliables, donnant lieu à une guerre civile où l'un des deux cherche à l'emporter sur l'autre dans une lutte à mort. À supposer que la lutte entre amis et ennemis peut exceptionnellement émerger à l'échelle interne. Pourquoi faut-il privilégier systématiquement l'inimitié, comme c'est le cas de Schmitt? Pourquoi faut-il polariser la réflexion de l'ordre politique sur l'inimitié? On peut penser que l'amitié et l'inimitié sont deux dimensions de la politique, inévitablement vouées à coexister. Aristote, il a parlé dans l'éthique de Nicomaque de l'amitié vertueuse, de la philia, qui peut prendre plusieurs formes d'amitié, mais on pourrait aussi rappeler, comme l'écrivait Raymond Aron, que la finalité de la politique est l'amitié. Même si dans la politique extérieure, c'est l'inimicus et non l'amicus qui l'emporte. Il faut alors croire que le conflit ami-ennemi, s'il exprime de manière pertinente le conflit politique, il reste insuffisant pour créer les conditions d'acceptabilité du politique. Schmitt, c'est un désenchanté, comme Max Weber, son maître spirituel. Il y a chez lui et c'est ce qui d'ailleurs dégage une certaine frustration dans la lecture de Schmitt, il y a une impossibilité de tracer un horizon universel ou moral, finalisant ou légitimant le politique. L'ami cherche à éliminer l'ennemi et l'ennemi, à son tour, cherche à éliminer l'ami. Quel horizon choisir pour le politique? Il n'y a aucune opération d'arbitrage de la raison, comme dirait Raymond Aron. Il n'y a pas d'arbitrage de la raison. Et la politique devient nihiliste. L'amitié est d'autant plus nécessaire que ce sont les valeurs, la norme, le discernement, le dialogue, bref, les vertus politiques qui peuvent donner un sens à la définition de la cité. L'inimitié interminable et indéfinie n'a plus de sens. Or, les cas extrêmes dans la vie intérieure des États, et même dans la vie internationale, l'adversité politique en démocratie légitime sans doute une forme de machiavélisme modéré, porté au compromis sur les valeurs essentielles et les normes fondamentales du vouloir vivre collectif, sans lesquelles une vie sociale et humaine serait impossible. Mais cette vie interne ne peut pas se défaire d'un nécessaire réalisme qui fait partie de la phronésis, des règles de prudence dans la conduite du gouvernement. La politique
peut aussi avoir foi en la croyance d'un fondement commun pour la discussion, en la possibilité d'un fair play, comme disent les Anglais, à l'égard de l'adversaire intérieur, en la conscience de l'homogénéité des individus, au-delà de leur hétérogénéité, sans recourir à la violence pure. Dernier élément qui a été d'ailleurs évoqué par Carl Schmitt, c'est l'hypothèse de la fin de l'inimité. Quand est-ce qu'on peut mettre fin à l'état de l'ennemi? L'inimité ou l'opposition ami-ennemi n'a de chance de disparaître, d'après lui, qu'à travers un monde unifié, un monde global, une sorte de gouvernement de l'humanité. Schmitt prévoit d'ailleurs la situation hypothétique qui pourra mettre un terme à la distinction entre l'ami et l'ennemi, c'est-à-dire le conflit, faute d'ennemis. S'il n'y a plus d'ennemis, donc il n'y a plus de distinction entre l'ami et l'ennemi, il n'y a plus de conflictualité, c'est l'avènement dans le futur d'une sorte de gouvernement mondial par l'unification globale. Le concept d'humanité même l'exclut. L'humanité n'est pas un concept politique. Elle n'entre ni dans la polémique, ni dans l'adversité. C'est l'ère de la dépolitisation, tant redoutée par Schmitt, qui déteste la dépolitisation. C'est-à-dire que la société mondiale devient apolitique. Une situation qui va irriter Carl Schmitt, parce qu'il craint que l'homme va cesser d'être un homme. S'il va cesser d'être politique, c'est qu'il va cesser d'être un homme. Mais on peut se demander si le gouvernement, cette hypothèse du gouvernement mondial, l'humanité unifiée, pourra véritablement changer la nature humaine. Il s'agit de savoir si l'homme est dangereux ou pas. Si l'homme est dangereux, comme il le dit dans son anthropologie, c'est qu'il reste toujours une menace. L'homme reste toujours une menace pour l'homme, que ce soit des conflits internes ou dans des conflits internationaux ou dans une société globalisée, mondialisée. Donc là aussi, on reste sceptique sur cette fin hypothétique qui peut faire disparaître l'inimité. En conclusion, je crois que la distinction de l'ami et de l'ennemi, se situant autour de la stratosphère décisionniste, résume bien l'essence du politique dans la théorie de Carl Schmitt. Cette décision, ce décisionnisme, on le voit à la fois en démocratie qu'en dictature, dans un milieu conflictuel, polémique, belliqueux. En fait, la théorie de la décision de Schmitt tente de surmonter les complications de l'indécision en politique. Indécision entretenue par la confusion qui peut régner dans les démocraties libérales entre l'ami et l'ennemi, exprimée par des sous-autorités risquant de conduire elles-mêmes à des dérives politiques ou des formes de déni ou d'effacement. Savoir reconnaître son ennemi en politique et savoir l'éliminer, c'est en quelque sorte savoir décider. Il me semble que c'est le message que voudrait nous livrer Schmitt. Mais la distinction entre l'ami et l'ennemi n'est pas viable. C'est une lutte physique à mort dans son esprit, où l'une des parties, ou plutôt, il faudrait dire, l'un des belligérants, doit être éradiqué au bénéfice de l'autre. Une lutte impitoyable, on le voit, dans laquelle il n'y a aucune possibilité de conciliation, de consensus raisonnable entre les adversaires qui se font face. Cette situation conduit d'ailleurs au tout politique. Le vainqueur rafle tout. C'est comme dans une guerre. Comme dans une guerre. Le vainqueur emporte tout. Il emporte tout le butin. Et Schmitt glisse ici inévitablement vers le surpolitique, qui ne l'excuse pas d'ailleurs, en dépit de la pertinence de sa théorie. Il ne l'excuse pas parce que c'est un homme brillant, très intelligent. Face au conflit politique, il faudrait sans doute
tenter d'autres interprétations complémentaires de l'essence du politique pour concevoir une autre théorie politique de la décision. Il faudrait sans doute faire une autre théorie politique de la décision propre au temps moderne, marquée par la montée des sociétés civiles contre l'immoralité politique, qui soit amputée de son inflation abusive, de ses mythes et allures dictatoriales. Il faudrait concevoir simultanément aussi une autre conception de l'ami et de l'ennemi en politique, qui soit dédiabolisée, démystifiée, dépoussiérée de toute forme de violence. La politique suppose à la fois la mise au ban de la violence, comme l'a souvent enseigné Éric Veil, qui disait que la recherche, je cite, la recherche de l'avantage immédiat pour chacun conduit à la perte de tous. Une citation. En l'espèce, la perte est de l'ami et de l'ennemi. Entre deux partis, deux groupes opposés en politique, il est nécessaire d'ériger des règles acceptables par tous, une sorte de consensus par recoupement sur les principes fondamentaux, comme disait John Rawls, ou de consensus conflictuel, comme Chantal Mouffe, un décisionnisme qui soit légal et démocratique, non pas dictatorial et autoritaire de type schmittien, mais de type weberien, de type hélérien, Hermann Heller, qui accepte la conflictualité démocratique tout en conférant l'autorité décisionnelle à l'exécutif. Je crois que, et c'est dans mon dernier mot, c'est entre le conflit, la règle et la décision que se situent les États raisonnables. Merci.